Dans la grande ville de Bamako, où les gratte-ciel côtoient les rues poussiéreuses et animées, vivait un homme nommé Amadou Diarra. Il n'était pas né riche, mais par la force de son travail, il était devenu l'un des jeunes cadres les plus respectés du pays. À seulement 34 ans, Amadou était le directeur régional d'une grande société d'import-export. Il portait toujours des costumes bien repassés, conduisait une voiture dernier cri, et vivait dans une belle villa au quartier ACI 2000. Mais au-delà de ses succès professionnels, Amadou avait aussi trouvé l'amour, du moins, il le pensait. Il partageait sa vie avec Aminata, une femme à la beauté renversante, élégante, toujours souriante, mais que beaucoup disaient attirée par le luxe plus que par l'amour. Ils formaient un couple très en vue dans les soirées huppées de la capitale. Dîners, événements caritatifs, week-ends à Abidjan ou Dakar. Tout semblait parfait de l'extérieur. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'Aminata n'était pas toujours la femme douce que les gens voyaient. À la maison, ses demandes étaient de plus en plus nombreuses. Des sacs de luxe, des bijoux coûteux, des voyages chaque mois. Et Amadou, par amour, ou peut-être par aveuglement, cédait toujours. Mais le destin, capricieux et imprévisible, s'apprêtait à frapper à leur porte. Un lundi matin comme les autres, Amadou arriva au siège de son entreprise, le sourire aux lèvres, pensant à une réunion importante prévue avec des investisseurs chinois. Mais en entrant dans le bureau du PDG, il sentit tout de suite que l'atmosphère avait changé. Le PDG, un homme austère au regard vide, le fixa longuement avant de dire, d'un ton froid. « Amadou, je suis désolé. La maison mère en Europe a décidé de réduire les effectifs. Nous perdons des contrats majeurs. Ton poste est supprimé, avec effet immédiat. » Amadou crut qu'il rêvait. Tout semblait flou autour de lui. Après plus de 10 ans de service, après avoir doublé les bénéfices de la société, il était mis à la porte, sans préavis, sans remerciement. Il quitta le bâtiment comme un fantôme, ses dossiers sous le bras, ses collègues l'évitant du regard, comme si sa chute était contagieuse. Sur le chemin du retour, il pensa à Aminata. Il espérait qu'elle comprendrait, qu'elle serait à ses côtés comme il l'avait été pour elle. Il n'était pas ruiné, il avait encore des économies, des contacts, des idées. Ce n'était qu'une épreuve, pensait-il. Mais en franchissant la porte de la villa, une toute autre épreuve l'attendait. Lorsqu'Amadou rentra chez lui ce jour-là, il trouva Aminata dans le salon, allongée sur le canapé, en train de feuilleter un magazine de mode. Elle leva à peine les yeux quand il entra. « Tu es rentré tôt », dit-elle distraitement. Amadou ne répondit pas tout de suite. Il posa doucement sa mallette, s'assit en face d'elle, et après un long silence, dit d'une voix grave. « Aminata, j'ai perdu mon poste. » Cette phrase, simple mais lourde, coupa l'air dans la pièce. Aminata releva enfin la tête, les sourcils froncés. « Quoi? Tu rigoles, j'espère? » « Non, c'est sérieux. La maison mère a décidé de restructurer. Mon poste a été supprimé. Mais ne t'inquiète pas, j'ai des économies, je vais rebondir. J'ai déjà quelques pistes. » Mais Aminata ne semblait pas écouter les dernières phrases. Elle se leva brusquement, fit quelques pas, puis explosa. « Comment ça, tu as perdu ton travail? Tu veux dire que tu n'es plus rien? Plus de voyages, plus de dîners, plus de boutiques? Et tu crois que je vais rester ici à t'attendre pendant que tu rebondis ?» Amadou resta sans voix. Il la regardait comme s'il voyait un visage qu'il ne connaissait pas. « Aminata, tu parles comme si notre vie ne tenait qu'à l'argent. Tu es ma femme, non? Tu devrais me soutenir. » Mais elle rit, un rire sec, amer. « Ta femme? Je ne suis pas venu dans ta vie pour jouer à la pauvre. Tu es tombé, c'est ton problème. Moi, je ne coule pas avec le navire. » Et sans même lui laisser le temps de répondre, elle monta à l'étage pour faire ses valises. 1 heure. C'est tout ce qu'il fallut à Aminata pour plier sa vie en quelques valises. 1 heure pendant laquelle Amadou resta figé, assis sur le même canapé, incapable de croire à ce qu'il voyait. Chaque bruit de fermeture éclair était comme un coup de couteau dans son cœur. Il avait cru que leur histoire était bâtie sur quelque chose de solide. Mais visiblement, elle n'avait jamais reposé que sur le confort, les apparences et le luxe. Aminata descendit les escaliers en tenue de voyage, tirant derrière elle une valise à roulettes. Elle ne regarda même pas Amadou dans les yeux. Pourtant, lui, l'observait comme on regarde une étrangère, avec un mélange de douleur, de colère et d'incompréhension. « Où comptes-tu aller » murmura-t-il, presque sans voix. Elle s'arrêta à la porte, sortit son téléphone et répondit froidement. « Chez quelqu'un qui peut m'offrir mieux. Je n'ai pas le temps pour les hommes en chute libre. » Puis elle ouvrit la porte et dans un silence glacial, sortit sans se retourner. La porte se referma. Et avec elle, Amadou sentit qu'un chapitre entier de sa vie venait de se clore brutalement. Il resta seul.
seul dans une maison devenue soudainement immense, vide, silencieuse. Et pourtant, au fond de lui, quelque chose commençait à naître. Une flamme. Pas de vengeance. Mais une envie puissante de renaître. Et cette fois, sans personne pour l'alourdir. Les jours qui suivirent le départ d'Aminata furent les plus silencieux de la vie d'Amadou. Il n'y avait plus de rire dans la maison, plus de musique, plus d'odeur de parfum dans le couloir. Rien que le bruit du vent qui passait entre les rideaux, et celui de ses pas résonnant dans les pièces vides. Au début, il passait ses journées assis dans le jardin, regardant dans le vide. Les appels de ses anciens collègues s'étaient vite arrêtés. Les amis de fête avaient disparu comme par magie. Même ceux qui juraient de toujours être là restaient muets, occupés à graviter autour de ceux qui avaient encore du pouvoir. Il rouvrit un vieux carnet, celui qu'il tenait avant sa réussite. À l'intérieur, des idées d'entreprise, des croquis, des rêves griffonnés à l'encre bleue. Il avait oublié qu'avant d'être ce directeur élégant, il était un rêveur, un bâtisseur, un jeune homme plein de feu. Amadou décida alors de retourner dans le quartier de son enfance, Sogoniko, un quartier populaire de Bamako. Il avait besoin de retrouver l'odeur de la terre rouge après la pluie, les enfants qui couraient pieds nus et les vieilles femmes qui vendaient les beignets sur le trottoir. Là-bas, il allait puiser ce que l'argent lui avait volé, la vérité de la vie. Il ne savait pas encore que ce retour aux sources allait déclencher une transformation que personne n'aurait pu prévoir. Le soleil tapait fort ce jour-là, lorsqu'Amadou descendit du taxi devant l'ancienne maison de sa mère, à Sogoniko. Il n'était pas venu ici depuis des années. Trop occupé à grimper les échelons, à se faire une place dans le monde des puissants. Les enfants du quartier, pieds nus et curieux, s'arrêtèrent de jouer quand ils le virent arriver avec son petit sac sur l'épaule. Certains le reconnurent vaguement, d'autres murmuraient son nom avec respect. C'est Amadou Diarra, celui qui était à la télé. Sa vieille voisine, Tanti Kadia, une femme robuste à la voix rauque, l'accueillit avec un large sourire. « Et mon fils, le grand directeur est revenu? On m'a dit que tu étais devenu un vrai ministre à Bamako. » Amadou sourit faiblement. « Je suis juste revenu voir les miens, Tanti. » Elle l'invita à entrer et lui servit un bol de thau chaud avec de la sauce gombo. Il mangea en silence, chaque bouchée le reconnectant à une vie simple, pleine de sens. Ce soir-là, il dormit dans l'ancienne chambre qu'il occupait lorsqu'il n'avait encore rien. Les murs étaient fissurés, la lumière faible, mais il n'avait jamais ressenti un tel apaisement depuis longtemps. Il se réveilla tôt le lendemain, avec une idée en tête. Pas une idée de riche. Une idée utile. Une idée née de la réalité. Il allait commencer quelque chose. Quelque chose de vrai. Et cette fois, il ne serait plus question d'impressionner les autres, mais de servir. Dans les jours qui suivirent, Amadou passa beaucoup de temps à marcher dans les rues de Sogoniko. Il observait les femmes qui se levaient à l'aube pour vendre du poisson ou du charbon, les jeunes qui traînaient faute d'emploi, les enfants qui allaient à l'école avec des sandales déchirées et des sacs en plastique pour cartable. Il parlait avec les anciens, les petits commerçants, les vendeuses de feuilles de bissap et de mangue. Il posait des questions, écoutait leurs soucis, leurs besoins. Et une idée commença à se dessiner dans son esprit. Une idée simple, mais puissante. Créer une coopérative communautaire. Pas une grande entreprise avec des bureaux climatisés, non. Une initiative de quartier, portée par les gens, pour les gens. Il se souvint de ce que sa mère lui disait souvent. Le vrai pouvoir, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais ce que tu fais avec ce que tu sais. Alors, il ressortit son vieux carnet, rassembla ses idées, fit des calculs, esquissa un plan. Il voulait créer un centre de transformation locale. Acheter les produits bruts des femmes du marché, les transformer sur place. Jus, confitures, savon, farine locale, et les revendre en partageant les bénéfices avec toute la communauté. Mais il savait que les gens avaient perdu confiance dans les belles promesses. Il devait d'abord prouver qu'il était sincère. Qu'il ne venait pas imposer, mais bâtir avec eux. Et c'est ainsi qu'Amadou prit une décision radicale. Il allait commencer seul, avec ses propres mains, sans luxe, sans costume. Et surtout, sans bruit. Amadou commença petit, très petit. Il investit une partie de ses économies pour louer un ancien dépôt abandonné au coin du quartier. Les murs étaient sales, le toit fuyait, et les portes rouillées. Mais lui, il voyait déjà au-delà de la poussière. Un centre vivant, animé, où les femmes viendraient transformer leurs produits et repartir avec dignité. Pendant des jours, il nettoya lui-même les lieux. À la main. Sans appeler personne. Il se salissait, transpirait, traînait des brouettes, réparait des étagères. Les gens du quartier passaient, l'observaient, murmuraient. C'est pas lui, Amadou Diarra? Le gars en veste blanche à la télé? Il a perdu sa tête ou quoi? Il balaie maintenant? Mais certains, intrigués, commencèrent à venir lui parler.
D'abord les enfants, puis les anciens, et enfin quelques jeunes. Un matin, une vieille vendeuse du marché, Makadiatou, arriva avec un panier plein de mangues trop mûres qu'elle ne pouvait plus vendre. « Mon fils, prends ça. Tu peux les transformer ou les jeter. Moi, je préfère que ça serve. » Amadou sourit, touché. Il pressa lui-même les mangues, fabriqua son premier jus artisanal dans une vieille casserole, et le partagea avec les enfants du quartier. « Voilà ce qu'on peut faire avec ce que vous jetez, » dit-il fièrement. Ce geste marqua le début d'un changement. Le regard du quartier changeait. Et ce que personne n'avait cru possible commençait à prendre vie. Peu à peu, le bouche à oreille fit son œuvre. Les femmes du marché commencèrent à venir au dépôt d'Amadou. Certaines avec des fruits abîmés, d'autres avec des céréales, des feuilles de plantes, des épices. Elles voulaient comprendre ce qu'il faisait et comment il pouvait les aider. Amadou ne se contentait pas de transformer les produits. Il leur enseignait aussi comment mieux cultiver, comment conserver, comment vendre. Il organisait de petites réunions dans la cour, sous l'ombre d'un baobab, où chacun partageait ses expériences. La méfiance initiale se changea peu à peu en confiance. Les femmes souriaient, les enfants jouaient autour, et même certains jeunes commençaient à s'impliquer, apprenant à fabriquer des savons et des confitures. Un soir, lors d'une réunion improvisée, Makadiatou prit la parole. « Amadou, ce que tu fais est bon. Mais il faut que les hommes aussi participent. Le travail ne doit pas être que pour les femmes. » Amadou acquiesça. Il comprenait que pour que le projet survive, il fallait que toute la communauté s'y implique. C'était le début d'une véritable coopérative qui allait changer la vie du quartier. La coopérative grandissait doucement, mais sûrement. Les habitants de Sogoniko se mirent à croire à nouveau en un avenir meilleur, construit par eux-mêmes. Amadou organisa la première assemblée générale dans la cour du dépôt, où tous purent s'exprimer, proposer des idées, et surtout, devenir acteurs du changement. Les hommes commencèrent à s'impliquer, certains apportant leurs compétences en menuiserie, d'autres en comptabilité ou en marketing. Mais malgré ce succès naissant, des voix critiques se firent entendre. Dans les cafés du centre-ville, certains anciens collègues d'Amadou murmuraient « Tu as perdu ton poste, et maintenant tu veux faire le héros des pauvres ? Il va finir ruiné. C'est un rêveur, rien de plus. » Amadou, lui, n'y prêtait plus attention. Il avait compris que le vrai pouvoir ne venait pas des titres, mais des actes. Et surtout, qu'il n'était plus seul. Un matin, alors qu'Amadou formait un petit groupe de jeunes à la fabrication de savon à base de beurre de karité, un homme élégant descendit d'un 4x4 stationné devant le dépôt. Il s'appelait Monsieur Traoré, un entrepreneur malien de la diaspora, revenu au pays pour investir dans des projets à impact social. Il avait entendu parler de cette initiative locale qui changeait un quartier oublié, et il voulait voir par lui-même. Il observa Amadou sans se présenter, écouta les femmes expliquer comment elles avaient doublé leurs revenus, comment les jeunes s'étaient éloignés des mauvaises fréquentations grâce au travail. À la fin de la visite, il s'approcha d'Amadou. « Vous n'imaginez pas ce que vous êtes en train de créer ici. C'est bien plus qu'un projet économique. C'est un modèle de résilience. » Il lui tendit sa carte. « Si vous êtes prêt à aller plus loin, à former d'autres quartiers, d'autres villes, appelez-moi. Je peux vous ouvrir des portes. » Amadou prit la carte, silencieux. Il ne s'y attendait pas. Son rêve de bâtir quelque chose avec et pour les siens venait peut-être de trouver une rampe de lancement inattendue. Mais il savait aussi une chose, il ne vendrait jamais l'âme de son projet pour de l'argent. Il avancerait, mais à ses conditions. La nuit qui suivit, Amadou ne dormit presque pas. Il tenait dans sa main la carte de Monsieur Traoré, la relisant encore et encore. Il savait que ce genre d'opportunité pouvait faire décoller un projet, ou le détruire s'il perdait son essence. Le lendemain matin, il réunit les membres les plus actifs de la coopérative, Makadiatou, quelques jeunes artisans, les mères transformatrices, 2 anciens instituteurs bénévoles. Il leur exposa la proposition. Cet homme peut nous aider à nous étendre, à toucher d'autres quartiers, peut-être même d'autres villes. Mais je ne veux pas que notre projet devienne une machine froide contrôlée par des gens extérieurs. Je veux savoir si vous êtes prêts à continuer avec moi, même si cela devient plus grand. Un silence respectueux suivit ces paroles. Puis Makadiatou se leva. Amadou, tu nous as redonné espoir. Si tu penses que cet homme peut nous aider, allons-y. Mais ne laisse jamais l'argent t'éloigner du cœur de ce que tu as commencé ici. C'est ton humilité qui nous a rassemblés. Tous acquiescèrent. Alors, Amadou prit son téléphone et appela Monsieur Traoré. Ce jour-là, un nouveau chapitre s'ouvrit pour la coopérative de Sogoniko. Et Amadou allait bientôt découvrir que le monde entier pouvait entendre parler d'un petit dépôt poussiéreux, transformé en centre de dignité. Quelques jours après l'appel, Monsieur Traoré revint à Sogoniko. Mais cette fois,
il n'était pas seul. Avec lui, une petite équipe de techniciens, d'experts en agriculture locale, et même une vidéaste professionnelle. Je veux que votre projet soit documenté, dit-il à Amadou. Ce que vous avez bâti ici peut inspirer tout le continent. Mais je vous le promets, vous resterez le cœur du projet. Amadou accepta, à une condition, que toutes les décisions continuent à être prises avec la communauté. Grâce à l'investissement de M. Traoré, le vieux dépôt fut rénové. Un toit neuf, des machines simples pour presser les fruits, sécher les feuilles, produire des savons et emballer des farines locales. Mais Amadou refusa catégoriquement l'installation de la climatisation ou des bureaux luxueux. Ce n'est pas un siège social, dit-il. C'est un lieu de travail et de partage. Des jeunes furent recrutés pour la distribution, des maires pour la transformation, des anciens pour la gestion. Et très vite, la coopérative lança sa propre marque locale, Wari Hélène, la lumière de la dignité. Les premières bouteilles de jus de bissap, les premiers pots de confiture de mangue et les savons aux karités furent mis en vente dans quelques petites boutiques de Bamako. Et à la surprise de tout, ils furent en rupture de stock en moins de 2 semaines. Le succès de Wari Hélène fit vite du bruit dans Bamako. Des blogueurs locaux en parlèrent, des émissions radio relayèrent l'initiative. On commençait à parler d'Amadou Diarra comme de l'homme qui s'est relevé des cendres pour faire briller son quartier. Mais avec la notoriété, vinrent aussi les regards du passé. Un soir, alors qu'Amadou animait une séance de formation sur la gestion des stocks, un jeune homme entra dans le dépôt, visiblement gêné. Il se pencha à l'oreille d'Amadou. « Il y a une dame dehors. Elle dit qu'elle veut vous voir. Elle attend près du baobab. » Amadou s'excusa auprès des participants et sortit. Il s'arrêta net. Là, debout dans une robe de soie beige, perchée sur de hauts talons, se tenait Aminata. Elle n'avait pas changé. Toujours aussi élégante, toujours aussi fière. Mais cette fois, il y avait quelque chose d'autre dans son regard. Une gêne, un trouble, peut-être même un soupçon de regret. « Amadou, dit-elle doucement, j'ai entendu ce que tu fais ici. Je voulais te féliciter. » Il la fixa un instant, sans hostilité, mais sans sourire non plus. « Merci. C'est un travail d'équipe. Pas seulement moi. » Elle hocha la tête, mal à l'aise. « Est-ce que je peux te parler un instant? En privé ?» Mais Amadou resta droit, le regard calme. « Ce que j'ai à dire maintenant, je le dis en public. Comme ce que je fais. » Et sans ajouter un mot, il se tourna vers la salle, où les femmes et les jeunes l'attendaient. Aminata resta seule, sous le baobab. Elle comprit alors que l'homme qu'elle avait quitté n'était plus le même. Le soir même, Amadou resta plus longtemps que d'habitude au centre. Il aidait un jeune garçon à coller des étiquettes sur les bouteilles de jus, quand Makadiatou vint le voir. « J'ai entendu qu'elle est venue, » dit-elle simplement. Amadou hocha la tête, sans lever les yeux. Elle est partie aussi vite qu'elle est venue. Je n'ai rien à lui dire, tanti. La vieille femme s'assit près de lui, son regard doux mais ferme. Tu sais, mon fils, les gens ne reviennent pas toujours pour de mauvaises raisons. Parfois, c'est la honte. Parfois, c'est le regret. Parfois, c'est un mélange des deux. Mais ce que tu as bâti ici, ce n'est pas contre elle. C'est pour toi. Pour nous tous. Alors, ne laisse pas le passé t'alourdir. Amadou resta silencieux un instant. Puis il posa la dernière bouteille sur l'étagère. Je ne lui en veux plus. Mais je n'ai plus de place pour elle. Ce que je construis aujourd'hui est né du vide qu'elle a laissé. Et parfois, c'est dans la trahison qu'on découvre sa vraie force. Il regarda autour de lui. Des femmes riaient pendant qu'elles triaient des feuilles, des jeunes écrivaient leurs premières factures, des enfants couraient dans la cour. Il sourit. Oui, il n'avait peut-être plus Aminata, mais il avait retrouvé sa mission. Et cela valait bien plus. Une semaine plus tard, Amadou reçut une invitation inattendue. La mairie centrale de Bamako voulait l'honorer pour son engagement communautaire et son modèle de développement local. Une cérémonie officielle était prévue, avec la presse, les autorités locales et d'autres entrepreneurs. Au départ, il hésita à y aller. « Je ne fais pas ça pour les trophées », dit-il à Makadiatou. Mais elle lui répondit avec un clin d'œil. « Parfois, quand tu portes la lumière, il faut accepter qu'elle éclaire au-delà de ta maison. » Le jour de la cérémonie, Amadou arriva vêtu simplement d'un boubou traditionnel, cousu par un tailleur local. Aucun bijou, aucun signe de richesse. Mais quand il entra dans la salle, toutes les têtes se tournèrent. Il y avait là des politiciens, des chefs d'entreprise, et aussi des gens ordinaires. Des femmes du marché, des jeunes du quartier, venus par leurs propres moyens juste pour le soutenir. Lorsqu'il monta sur scène pour recevoir le prix, le silence se fit. Il prit le micro, le regard tourné vers la foule. « Ce trophée, ce n'est pas pour moi.
Il est pour chaque main qui travaille sans qu'on la voie. Pour chaque femme qui transforme les produits de la terre. Pour chaque jeune qui croit encore qu'on peut réussir sans trahir ses valeurs. J'ai chuté, oui. Mais ma chute a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Et toute la salle se leva, pour l'applaudir debout. Le lendemain de la cérémonie, une jeune journaliste nommée Fatou Camara, connue pour son émission en ligne sur les héros anonymes d'Afrique, contacta Amadou pour une interview. « Votre discours a touché le cœur de milliers de personnes », lui dit-elle. « Ce que vous avez fait, ce n'est pas seulement du développement local. C'est une révolution douce. J'aimerais que vous racontiez votre histoire. » Depuis le début. Amadou hésita, puis accepta. Il voulait surtout montrer que l'échec n'était pas une fin. L'interview fut filmée au dépôt, au milieu des femmes qui triaient, des enfants qui jouaient, et des jeunes qui étiquetaient des bouteilles de jus de baobab. Il parla simplement, avec sincérité, de son licenciement, du départ d'Aminata, du vide, de la colère, puis du réveil intérieur. Il parla du quartier, de Sogoniko, des femmes battantes, des rêves enterrés et réveillés. Il termina avec ces mots. On peut tout perdre. L'argent, la réputation, même les gens qu'on aime. Mais tant qu'on garde la foi en ce qu'on est vraiment, on ne perd jamais l'essentiel. La vidéo fut publiée le soir même. En moins de 48 heures, elle dépassa le 1 million de vues. Partagée par des pages africaines, des entrepreneurs sociaux, des enseignants, des étudiants, des maires. Et même par certaines personnes qui, autrefois, s'étaient moquées de lui. Avec le succès fulgurant de l'interview, Amadou entra malgré lui dans une nouvelle dimension, celle de la notoriété nationale. Des invitations affluèrent, émissions télévisées, conférences, propositions d'investissement, et même des marques qui voulaient s'associer à son image. Mais au milieu de toutes ces sollicitations, une offre attira particulièrement son attention. Une multinationale agroalimentaire voulait racheter Wari Helen pour l'intégrer à leur programme Afrique durable. Une offre chiffrée avec plusieurs millions de francs CFA à la clé. Pour quelqu'un qui avait tout perdu, c'était tentant. Très tentant. Un soir, il resta assis seul, devant la porte du dépôt, la lettre d'offre dans la main. Le vent chaud soufflait doucement, et les voix du quartier s'élevaient au loin. Makadiatou vint s'asseoir près de lui, comme elle le faisait souvent. « Tu penses vendre ?» lui demanda-t-elle calmement. Amadou soupira. « Je pourrais devenir riche. Très riche. Tout reprendre à zéro. Mais, j'ai peur que si je vends, le projet ne soit plus le nôtre. Qu'il devienne un produit, pas une mission. » La vieille dame hocha la tête. « L'argent est un bon serviteur, mon fils. Mais un très mauvais maître. Si tu vends ce que tu as construit avec ton cœur, tu ne seras plus jamais le même. » Amadou resta silencieux. Puis, dans un geste simple mais puissant, il déchira l'offre en petits morceaux et les laissa s'envoler dans la nuit. Il venait de prouver, une fois de plus, que sa plus grande richesse, c'était sa dignité. Après avoir refusé l'offre de la multinationale, Amadou sentit un soulagement profond. Il avait résisté à la tentation de l'argent facile pour rester fidèle à son projet et à ceux qu'il avait construits avec lui. Mais ce choix n'était pas sans conséquences. Il déclencha un respect immense dans tout le pays. Des ONG locales commencèrent à s'intéresser de près à Wari Helen. Des étudiants en économie sociale venaient faire des stages dans la coopérative. Des journalistes en parlaient comme d'un modèle africain de renaissance par le bas. Puis, un jour, une lettre officielle arriva. Le ministère du Développement rural proposait de répliquer le modèle de Wari Helen dans 10 régions rurales du Mali. Mais cette fois, il ne demandait pas à acheter son projet. Il demandait à apprendre de lui. Amadou réunit alors l'équipe fondatrice. Ils décidèrent de créer un programme de formation itinérant qui sillonnerait les villages pour former d'autres coopératives en respectant les réalités locales. Ainsi, Wari Helen ne devint pas une simple marque, mais un mouvement populaire, né dans la poussière de Sogoniko et désormais porté par tout un peuple. Et pendant ce temps, dans un salon luxueux de Bamako, Aminata, assise devant son téléphone, regardait les images d'Amadou en train de planter un arbre symbolique dans un village reculé du nord. Elle murmura, presque inaudible. « J'ai quitté un homme brisé. Et j'ai laissé passer un roi. Mais cette fois, c'était trop tard. » Des mois passèrent. Amadou et son équipe parcouraient les régions du Mali, formant des dizaines de petites coopératives. Partout où il passait, il ne laissait pas que des idées, mais une lueur d'espoir, un sens retrouvé à la vie. Pendant ce temps, dans les médias internationaux, des articles paraissaient. L'ancien cadre licencié devenu bâtisseur de communautés, écrivait un journal ivoirien. L'homme qui a choisi son peuple plutôt que les millions, titrait une revue panafricaine. Puis, un jour, Amadou reçut un appel du président de la République lui-même. « Monsieur Diarra,
Votre engagement honore le pays. J'aimerais vous décorer de la médaille du mérite national pour l'ensemble de votre œuvre sociale. Amadou accepta, non pour lui, mais pour ceux qui, pendant des années, étaient restés invisibles. Il demanda une faveur spéciale, que la cérémonie ait lieu non pas dans un palais, mais à Sogoniko, là où tout avait commencé. Le jour venu, toute la ville afflua dans le quartier. Des ministres, des artistes, des journalistes, et surtout, le peuple. Sous le vieux baobab, Amadou reçut la médaille, les yeux humides. Il leva le regard vers les femmes du marché, les jeunes apprentis, les anciens. Cette médaille est la vôtre. Moi, je n'ai été que la main. Vous avez été le cœur. Et pendant que les caméras filmaient, tout le quartier, autrefois oublié, chanta d'une seule voix. Wari Yelen. Wari Yelen. La lumière de la dignité. Après la cérémonie de décoration, Amadou prit un moment de recul. Il resta quelques jours chez lui, dans la petite maison qu'il avait décidé de construire juste à côté du centre de Sogoniko, refusant les grandes villas, les quartiers chics, les privilèges. Il se mit à écrire un livre, non pas une autobiographie, mais un manuel simple, destiné aux jeunes Africains. Son titre. Tomber pour se relever, bâtir sans trahir. Il y partageait ses erreurs, ses leçons, ses douleurs et surtout, ses renaissances. Le livre se vendit très vite dans les écoles, les universités, et fut même traduit en anglais, wolof, bambara et swahili. Lors d'une conférence devant des centaines d'étudiants, un jeune homme lui posa une question. « Monsieur Amadou, quel est le secret de votre réussite ?» Il répondit sans réfléchir. « Le secret, c'est l'échec. C'est la trahison. C'est la solitude. Ce sont eux qui m'ont montré qui j'étais vraiment. Mais surtout, c'est la foi que j'ai placée en moi, en Dieu et dans les miens. Quand tu sèmes dans ton peuple, la terre ne te trahit jamais. » L'amphithéâtre resta silencieux, bouleversé. Puis des applaudissements éclatèrent. Longs, profonds, mérités. Amadou venait de passer du statut d'homme inspirant à celui de père spirituel pour toute une génération. Alors qu'Amadou continuait son œuvre avec calme et humilité, une visite inattendue se présenta un soir à sa porte. C'était Aminata. Elle portait un simple foulard et une longue robe sobre. Pas de bijoux, pas de maquillage. Son regard, autrefois fier et hautain, était aujourd'hui chargé de remords et d'humilité. Amadou la regarda en silence, surpris. Elle baissa les yeux. « Je ne suis pas venue pour te reconquérir, » dit-elle doucement. « Je sais que ce que j'ai fait, je ne pourrai jamais l'effacer. J'ai juste besoin de te demander pardon. » Il ne dit rien, la laissa continuer. « J'ai été aveuglé par l'argent, le confort, et j'ai brisé quelque chose de pur entre nous. Mais en te voyant aujourd'hui, en voyant tout ce que tu fais, je comprends que j'ai quitté un homme qui allait devenir plus grand que tout ce que j'espérais. » Amadou soupira profondément. Puis il répondit, avec une voix paisible. « Aminata, le passé est écrit, et je ne le renie pas. Tu m'as blessé, oui, mais c'est cette blessure qui m'a poussé à me redresser. Sans elle, peut-être que je ne serais jamais devenu cet homme. » Il marqua une pause. « Alors, je te pardonne. Du fond du cœur. » Aminata laissa couler quelques larmes, silencieuses. Elle se leva, fit un signe de tête, et s'en alla. Ce soir-là, Amadou se sentit libéré de tout poids. Il avait conquis le monde, mais surtout, il avait vaincu la douleur qui avait failli le détruire. Avec les années, Amadou voyait ses cheveux grisonner, mais son énergie restait vive. Il savait cependant qu'un grand leader est aussi celui qui prépare l'après lui. Il réunit donc les piliers de Wari Yelen, les jeunes qu'il avait formés, les femmes entrepreneurs, les chefs d'équipe des coopératives. Ce projet ne doit pas mourir avec moi. Il ne m'appartient pas. Il est vôtre, et il doit vivre sans moi. Il annonça alors la mise en place d'un conseil communautaire de direction, composé de représentants élus par les membres de chaque coopérative. Un modèle démocratique et tournant, afin d'éviter tout culte de la personnalité. Il désigna une jeune femme dynamique, Aïssata Kone, ancienne couturière devenue gestionnaire brillante, comme nouvelle présidente de la coordination nationale. Elle fut acclamée par tous. Le jour de la passation symbolique, Amadou lui remit un bâton taillé dans le bois du vieux baobab de Sogoniko. Il dit « Ce n'est pas un sceptre. C'est un témoignage de confiance. Serre-le fort, mais ne le garde jamais pour toi seul. Passe-le quand il sera temps. » Aïssata s'inclina. Une nouvelle ère commençait. Le rêve d'Amadou allait survivre à son nom. Et dans la foule, des enfants chantaient. Wari Yelen. Nadoni. La lumière du courage continue. Des années plus tard, dans un village reculé, un instituteur racontait à ses élèves l'histoire d'un homme nommé Amadou Diarra. Il avait tout perdu,
même l'amour. Et pourtant, il a choisi de se relever pour les autres, et non pour lui-même. Les enfants l'écoutaient avec des yeux brillants, fascinés. À Sogoniko, une statue en bois avait été érigée. Pas une statue dorée, ni majestueuse. Juste un homme debout, les bras ouverts, entouré d'enfants, de femmes, de vieillards. En dessous, une plaque simple. Ici a commencé la lumière. Elle ne s'éteindra plus. Amadou, désormais vieux et discret, vivait dans une petite maison à l'arrière du centre communautaire. Il passait ses journées à lire, écrire, et recevoir les enfants du quartier qui venaient lui demander conseil. Un jour, il s'éteignit paisiblement, dans son sommeil. Sans bruit, sans cri. Mais à son enterrement, des milliers de personnes vinrent de tout le pays, à pied, en moto, en charrette, en avion. Le président, les anciens, les jeunes. Tous étaient là. Pas pour pleurer un homme, mais pour célébrer une lumière. Dans le silence, Aïssata lut à voix haute un passage du carnet d'Amadou. On ne vit pas pour être grand. On vit pour être utile. Car les traces de pas ne s'effacent pas dans les cœurs qu'on a servis. Et c'est ainsi que celui qu'on avait abandonné dans la douleur est devenu celui que toute une nation pleure avec amour.